Tu te rends compte que là, t'es en train d'enfreindre les 2 premières règles? Ouais, je sais bien, mais c'est pour donner mon avis sur le film, ils vont bien aimer. Tu penses vraiment que sur ton lit de mort, le nombre d'abonnés que t'as eu dans ta vie, ce sera important? Je crois pas, non. Donc ressaisis-toi, fais un truc de ta vie, bordel. Fight Club. Du coup, tu comptes rester pour la critique, ça t'intéresse? Non, j'en ai vraiment rien à faire de ta critique. Allez, ciao. Ok. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu Fight Club, allez voir Fight Club, c'est une obligation. Depuis que je suis en Erasmus en Pologne, je me suis dit qu'il fallait que je parle de films un peu plus anciens, parce que les sorties cinéma ici sont décalées, et au lieu d'être complètement dépendant de l'actualité, je me suis dit que ce serait intéressant de parler de films qui ont bercé un peu ma cinéphilie, et qui ont fait de moi le fan de cinéma que je suis aujourd'hui. Et je commence, comme je l'avais prévu depuis longtemps, et je suis content de commencer par ce film, avec l'un de mes films préférés de tous les temps, et un chef-d'œuvre monumental, Fight Club. Fight Club est adapté d'un livre qui s'appelle aussi Fight Club de Chuck Palahniuk et ça fait partie de ces toutes petites minorités de films qui sont d'après moi meilleurs que les livres. Il n'y en a pas beaucoup pour le coup, mais je trouve le scénario du film bien plus intéressant que celui du livre. Il y a quelques trucs dans le livre qui sont un peu trop farfelus et pas assez ancrés dans une certaine forme de réalité, je trouve ça un peu dommage. Il est vraiment allé un peu plus à fond dans certains détails du livre, comme la rencontre entre Tyler et le narrateur, etc. Et le travail de Tyler et plein de trucs comme ça que je trouvais moins intéressant dans le livre, et le film est merveilleux. Alors oui, j'ai vu le film avant d'avoir lu le livre, mais après je me suis vraiment gobé le livre, et même si j'ai commencé avec le film, je trouve qu'objectivement, il y a des choses plus intéressantes dans le film. Ça me fait marrer parce que j'oublie à chaque fois que Fight Club a un générique qui sort littéralement des neurones du personnage principal. C'est un générique qui va dans la psyché du personnage, et c'est vraiment le premier indice pour comprendre l'état psychologique de ce personnage. En plus d'être un générique absolument génial et visuellement très prenant, qui prend déjà le code couleur du film avec cette musique électronique qu'on entendra tout le film, ça a un sens total de sortir ce générique du cerveau du personnage principal. Et en général, je déteste les films qui commencent par leur fin, parce qu'à chaque fois, ils vont essayer de trouver un twist par rapport à la fin, comme ça tu t'attends pas à la fin en question. Mais là, je trouve que Fight Club, c'est l'un des meilleurs films dans ce cas-là, où il prend une fin à laquelle tu t'attends pas du tout. Donc commencer le film par cette fin, ça donne vraiment peu d'explications par rapport à la suite du film. Et quand tu arrives de nouveau à la fin, t'es plus que surpris, et ça remet vraiment en question tout ce que tu as appris. Récemment, j'ai vu par exemple Tyler Rake, et le film commence par la fin du film, et c'est vraiment inutile. Là, revoir cette scène de fin au début à la fin avec tous les éléments que tu as gobé pendant 2h10, ça change tout le film. Et en général, j'aime pas du tout, parce qu'un film qui commence par sa fin, c'est juste pour motiver le spectateur à se faire plein de théories sur l'acheminement du film pour arriver à cette fin. Et en général, l'acheminement du film est assez décevant. Sauf pour Fight Club, où pour le coup, l'acheminement du film et la fin sont merveilleuses. Je vais prévoir de faire une vidéo, je pense bientôt, sur un top film David Fincher, mais spoiler pour ma vidéo top, c'est le meilleur film de David Fincher à mes yeux. C'est le film le plus complet, le plus magique. Alors oui, il a fait l'excellent Seven de Social Network, mais celui-ci, c'est le film qui me fait le plus rêver, et là où je vois plus la patte Fincher par rapport à tous les autres films. Déjà, on sait que Fincher, il adore avoir plein d'effets spéciaux dans ses films, mais c'est toujours des effets spéciaux subtils. Et là, dans Fight Club, les effets spéciaux qu'il utilise, c'est les caméras numériques. Il y a pas mal de scènes qui rentrent dans des objets minuscules, qui passent à travers des objets, et vraiment, la caméra va aller dans des endroits impossibles. Et il y aura plein de moments en question où tu vas voir une pièce ou un objet en détail, mais en caméra numérique, donc avec des effets spéciaux faits par ordinateur. On a l'exemple de la bombe par exemple, où la caméra rentre dans les câbles, rentre à côté de la nitroglycérine, etc. Ça, c'est un truc que Fincher a pas mal fait, surtout dans Panic Room aussi, où la caméra passe à travers des objets. Ça montre déjà qu'il a une sorte d'affinité aux effets spéciaux et surtout au mouvement de caméra numérique. Et j'adore parce qu'au début du film, Fincher, il s'intéresse beaucoup aux objets du quotidien, comme la thématique principale du film, on en parlera plus tard, mais on se concentre sur pas mal d'objets. Il y a beaucoup de plans sur des objets inutiles pour montrer vraiment la société de consommation et l'addiction que les gens ont aux objets. Et plus tu vas avancer dans le film, moins Fincher va se concentrer sur les objets du quotidien, et plus va se concentrer sur l'acheminement psychologique du narrateur. Mais sinon au début, tu as plein de plans pour te montrer les objets du quotidien, pour te montrer un peu le capitalisme, etc. etc. Après, il y a plein de plans qui me font rêver dans la mise en scène de Fincher, des trucs un peu tout bêtes des fois. Par exemple, quand le narrateur pleure dans les seins de Bob, et on voit donc une sorte de visage se former. Tu sais pas si c'est un sourire, tu sais pas si c'est un visage triste, mais ça montre qu'il y a vraiment ce visage
visage qui est imprégné sur les seins de Bob, et ça a une signification quand même assez intéressante par rapport à la suite du film. Après, la couleur principale du film, c'est cette couleur bleue très froide. Il y a très peu de scènes qui sont filmées de jour parce que la majorité des événements se passent la nuit de une. Même des scènes de jour, elles sont très bleutées, que ce soit au travail ou dehors, c'est très bleu, et ça j'aime beaucoup parce que ça donne une patte vraiment distincte au film. Et plus tu avances dans le film, plus ce bleu devient de plus en plus obscur, à la fin étant presque noir avec quelques petites nuances de bleu plus clair. Donc c'est vraiment un vrai travail qui est fait sur la progression des couleurs, et j'aime beaucoup la manière dont le bleu évolue durant ce film. Surtout avec le sang aussi, parce que même le sang, t'as l'impression qu'il est bleu foncé plus que rouge. Il n'y a jamais un rouge foudroyant de couleur sur les vêtements des personnages. C'est ou des taches bleu foncé, noir, et même le sang, il a vraiment une couleur très froide, ce qui en soi est quand même assez paradoxal. Après, ce que j'aime bien chez Fincher, c'est qu'il y a ce fameux plan séquence vraiment au début du Fight Club, mais il aime autant les plans séquences que les montages, et des montages, il y en a beaucoup dans ce film. Ils servent à plein de choses différentes, que ce soit recruter de nouveaux membres, montrer les dégâts de Project Mayhem, et c'est vraiment utile à chaque fois. Déjà, on le sait très bien qu'il est très fort en montage, Fincher. À chaque fois, il fait des montages dynamiques qui font vraiment avancer l'histoire, mais ça facilitait à faire des plans séquences vraiment utiles où tu comprends l'importance de ce Fight Club, et des montages pour comprendre vraiment l'acheminement pour que ce Fight Club devienne Project Mayhem. Il maîtrise vraiment les deux outils à perfection, et il les utilise exactement quand il faut. Il fait pas des montages inutiles, il fait pas des plans séquences inutiles. En plus, il s'amuse avec les codes de son propre film, avec le fameux pénis à la fin du film qui apparaît, non je mettrai pas d'image, hein, qui a été vraiment une sorte de foreshadowing durant tout le film, et il arrive à mettre un pénis à la fin de son film en plein climax, parce que fatalement Fight Club c'est un film très cinématographique, parce que même le personnage principal se fait des films dans sa tête. C'est d'ailleurs toute l'histoire du film, c'est qu'il se fait un film. Du coup, jouer avec ces éléments plus méta, de mettre justement ce pénis, ça peut paraître un peu tout con dit comme ça, mais ça permet de montrer aussi que ça reste un film, et que comme le personnage principal qui se fait des films, le film en question n'est pas immunisé de la vision de Tyler qui était de mettre des pénis dans des films pour enfants. Et en parlant de Tyler, j'adore la gestion du son par rapport à Tyler, parce que des fois, je crois qu'il y a eu une scène où il jette une bière par terre et il n'y a pas de son, t'entends pas l'éclat de la bière. Et des fois, tu vas entendre le son de Tyler qui parle ou qui tombe, mais tu ne verras jamais Tyler parce qu'il a disparu. Le meilleur exemple, je pense que c'est la toute fin du film où Tyler tombe après la balle dans sa tête, et tu l'entends tomber, mais tu ne le vois pas, parce que c'est symbolique pour dire que Tyler a disparu de la tête du narrateur. On va évidemment reparler des choix de Fincher et du scénario et la mise en scène plus tard, mais juste pour commencer, c'est un film qui a une vraie patte visuelle importante. C'est un film qui utilise parfaitement des outils de metteur en scène, et juste pour ça, ça donne vraiment quelque chose d'unique dans Fight Club. Et il y a plein de plans qui sont extrêmement mémorables grâce au travail de Fincher, du chef-op et du scénario aussi. Ce que j'adore dans Fight Club, c'est surtout à quel point le film au début se concentre sur des détails assez anodins. Et au fur et à mesure des choses, il commence à prendre une ampleur un peu plus grande, comme le Fight Club du film. Mais truc tout bête, le premier truc qu'on entend par rapport au film, c'est la propreté du pistolet que le narrateur a dans la bouche. Et tout le début du film, c'est entendre le narrateur parler des objets qu'il possède, des voyages qu'il fait, vraiment des choses un peu plus matérielles qu'il possède, et des expériences qu'il vit pour le travail. Et au fur et à mesure du film, le dialogue disparaît et se concentre beaucoup moins sur ces aspects, on va dire, matériels, et va se concentrer sur les relations entre personnages et sur le plan final. Donc on part de petits détails sur des objets, que ce soit la propreté d'un flingue, à vraiment quelque chose de plus grand, et ça montre vraiment le narrateur qui se sépare du monde matériel pour arriver à la fin du film. Et vu que c'est un film qui est très proche de l'état humain, de la psychologie humaine, et même un peu plus de la philosophie humaine, il y a une tonne de phrases cultes, et elles sont cultes pour une raison, parce qu'elles représentent quelque chose dans le film et dans notre monde à nous. Je vais peut-être paraphraser parce que je connais pas les phrases en français, vu que j'ai vu le film 2 fois en 2 jours en VO, mais des phrases comme les choses que tu possèdes finissent par te posséder, ça a un sens dans notre vie à nous. On possède tous plein de choses, et on devient des fois accro à la possession de choses dont on n'a pas forcément besoin. Et cette addiction, c'est vraiment ce qui nous permet de mieux vivre. Mais au final, comme toute addiction, quand t'as plus le droit à la consommation, au matériel, on se sent mal. Du coup, ce sont les objets qui nous possèdent. Et ça fait un peu le début de cette philosophie de Fight Club, c'est que le matériel, c'est un peu le mal de l'être humain au final. Ou des phrases comme « qu'est-ce que tu sais de toi si tu ne t'es jamais battu ?» Ça montre aussi quelque chose sur la philosophie humaine, dans le sens où on n'est jamais dans notre société à nous, occidentale, confronté à des vrais problèmes. On a des problèmes à droite à gauche, mais on n'est jamais dans une situation grave. Et l'idée du combat, c'est vraiment savoir comment on réagirait si on était en situation de vie ou de mort, et qu'est-ce que ça nous ferait de ressentir autre chose que l'apaisement quotidien du matériel, du travail, de la société, et de se prendre une droite pour justement sentir la douleur, sentir quelque chose de différent. Et on le voit bien dans le film, ils deviennent addicts à la douleur, mais c'est pas la douleur en soi qui est intéressante, c'est vraiment la question de se posséder soi-même. L'idée du film, c'est que si tu peux sentir de la douleur et l'accepter, tu deviens maître de ton propre corps. Et c'est aussi un film qui raconte comment les hommes reprennent leur masculinité, c'est un peu le but du film aussi, et comment la société
société rend ces hommes un peu plus, on va dire, dociles. Donc l'idée de se battre, c'est aussi cette idée d'avoir des hommes qui se remettent en question et qui assument complètement leur masculinité et leur volonté. Et donc c'est à travers cette douleur-là que les gens s'assument. Ce n'est pas pour rien que Tyler Durden, Brad Pitt, est un symbole pur et dur de masculinité, quand même l'une des icônes de cinéma niveau masculinité, ça reste Brad Pitt. Et dans Fight Club, on l'a utilisé à bon escient. Vu que c'était vraiment ce bonhomme masculin d'Hollywood, le voir dans ce rôle, ça avait un sens. Il est beau gosse, il a vraiment un corps de rêve, il est parfait, il a un charisme. Donc le narrateur se l'imagine pour retrouver un peu sa masculinité et prouver que c'est un homme un vrai. Et la douleur est un peu ce passage-là vers le fait de s'accepter soi-même. Donc cette phrase peut paraître un peu conne parce que t'as pas forcément envie de te battre, mais ça montre aussi une sorte d'échappatoire psychologique et le fait que ces gens-là sont confrontés à quelque chose de nouveau qui est contre ce que la société nous montre. C'est pour ça qu'il y a toute cette scène où ils essaient de provoquer des bastons parce que les gens ne veulent pas se battre. Ils l'éviteraient à n'importe quel moment. Parce qu'on a grandi dans une société où c'est juste pas rentable et avant tout ça fait mal. Mais quand tu te libères de cette douleur, le film dit que tu es beaucoup plus libre en tant que personne. Après, il y a les règles de Fight Club que je suis en train de briser à droite à gauche, mais c'est assez normal, faut en parler quand même. C'est intéressant parce que les règles du film, pour une sorte de groupe aussi anarchiste, au final, c'est intéressant d'avoir une hiérarchie, d'avoir des règles, et c'est un peu le paradoxe du film aussi, c'est qu'ils instaurent des règles pour créer un monde sans règles. Mais ça montre avant tout que Fight Club, c'est une idée d'être contre le matériel plutôt que contre la société en soi. Et c'est pour ça que le film détruit le matériel. Donc ces règles-là, en plus d'être cultes, montrent aussi que l'humain a besoin de règles. L'humain a besoin d'être dans une hiérarchie, a besoin vraiment de consistance quelque part dans la société. C'est qu'ils veulent, on va dire, s'émanciper du matériel et ils vont se retrouver dans une sorte de secte, pour le coup, c'est un peu le cas, qui a quand même une hiérarchie, mais qui n'est peut-être pas matérielle. Même si c'est assez badass comme règle de Fight Club, l'idée derrière est paradoxale et montre que l'humain a quand même besoin d'un certain support sociétal. Et pour le coup, au lieu d'avoir le matériel comme support, ici, c'est les règles. Règles d'ailleurs que personne ne respecte parce qu'à chaque fois, il y a plus de membres du Fight Club. De toute façon, c'est après avoir tout perdu qu'on est réellement libre. Ça, c'est une grande réplique de film qui est assez vraie au final parce que si t'as rien à perdre, tu vas oser faire des choses. Ça, il n'y a rien à débattre là-dessus. C'est une vérité générale. Un homme qui a rien à perdre, il va faire tout ce qu'il veut parce qu'il a vraiment rien à perdre. C'est ça la question, que ce soit psychologique ou matériel. Là, on est plus sur un état psychologique avant tout. Oui, il y a le matériel d'abord, mais c'est juste pour dire que ces personnages-là, au final, il faut qu'ils se débarrassent du matériel, mais aussi de leur importance de vie parce qu'ils vont pas devenir des rockstars. Ils vont pas être présidents, donc faut qu'ils s'acceptent pour qui ils sont. Et quand ils le feront, ils seront plus libres. Donc même si sur rien à perdre au début, les matériels, il est avant tout psychologique. Il faut être prêt à faire certaines choses. Et la tirade justement de la rockstar est géniale parce que la société nous vend du rêve, la société veut nous faire penser certaines choses et le film arrive en nous disant écoute, tu seras pas une rockstar, tu seras pas président, de toute façon toi t'es serveur, il faut pas gober un peu les rêves capitalistes de la société qui te fait ingérer ses rêves pour plus consommer. Donc ça montre encore une fois un peu cet aspect anarchiste de Tyler, c'est qu'il est contre cette société de consommation et il motive ces gens-là en leur trouvant une place dans une nouvelle société. Donc au lieu de leur donner du rêve en étant une rockstar, il leur donne du rêve en étant eux-mêmes. Et vu que c'est quelqu'un qui les accepte pour qui ils sont, ils se sentent beaucoup plus accueillis. Et évidemment, j'adore la tirade qui dit que tu n'es pas ton travail, tu n'es pas les pantalons que t'achètes, ou je sais plus ce qu'il dit exactement. C'est une tirade qui arrive à un moment mais qui est complètement inattendue parce qu'elle arrive comme ça sans rien prévenir et le spectateur prend la tirade en pleine gueule. C'est qu'il n'y a personne dans la scène, il n'y a que Tyler qui parle à la caméra et puis c'est tout. Ça montre encore une fois que fatalement Tyler se faisait des films dans sa tête et on le voit bien avec la pellicule qui bouge pour montrer qu'il c'est vraiment un film et que ça reste un film aussi. Fight Club, c'est le genre de film qui est bien plus intéressant au deuxième visionnage, au troisième visionnage. C'est un film que j'ai dû voir mais des dizaines de fois parce qu'à chaque fois que je le regarde, je remarque des indices et il y en a plein des indices. Je vais pas tous les citer dans cette vidéo mais juste pour en citer quand même quelques-uns. L'une des premières phrases du film, c'est le narrateur qui dit « Je sais ceci car Tyler le sait ». Forcément, quand t'entends ça la première fois sur un de film, tu dis juste « Ils sont potes » ou « Ils ont un plan ensemble ». Tu dis pas « Ils sont la même personne ». Après, il y a les fameuses apparitions de Tyler qui sont quand même assez fréquentes au début du film avant qu'il apparaisse en chair et en os dans le film, ou du moins dans l'imaginaire en chair et en os. Il y a une phrase au début du narrateur qui dit « Tu fais du mal à ceux que t'aimes » et il parle de Tyler, donc il se fait du mal tout seul. Il y a encore cette tirade qui critique la société pour dire qu'on est tous une copie d'une copie parce que la société nous formate, mais aussi pour dire que Tyler est une copie du narrateur et ça arrive à un moment où il fait des impressions et ça critique donc et la société et c'est un indice pour le fait que Tyler est imaginaire. Il y a cette phrase aussi juste avant l'apparition de Tyler que le narrateur allait se réveiller en tant qu'une autre personne et c'est ce qu'il fait. Même les mallettes du narrateur et de Tyler sont les mêmes. Et des fois un truc assez intéressant que vous avez peut-être pas remarqué, mais le narrateur et Tyler sont synchro. Ils font des gestes en même temps, ils
ils ont des moments où ils sont vraiment synchronisés dans leurs mouvements et des fois même dans leurs paroles. Tu vois des fois Tyler bouger ses lèvres, il me semble, quand le narrateur parle. Et il y a cette magnifique phrase que j'adore à chaque fois quand le narrateur se tape tout seul face à son boss, où il dit « ça me rappelle mon premier combat avec Tyler ». Ça lui rappelle son premier combat avec Tyler parce que comme avec son premier combat avec Tyler, il se frappe tout seul. Donc fatalement, c'est un film qui est super intéressant à redécouvrir maintes et maintes fois après, parce que c'est un film que tu peux regarder, moi je l'ai vu 2 fois en 2 jours pour vous dire, mais tu peux le regarder autant de fois que tu veux, parce que c'est un film qui passe super vite, c'est 2h20 mais tu les vois passer comme ça, c'est incroyable. Et c'est un puzzle à chaque fois, tu te rappelles de certaines scènes, tu revois un peu des indices et c'est super plaisant. Et vraiment c'est rare pour moi de revoir d'anciens films de une, mais en le revoyant cette fois-ci pour faire la critique, je l'ai rematé une 2e fois, parce que j'ai tellement kiffé en le voyant la première fois, je me suis dit vas-y, je vais me remater Fight Club. C'est tellement un film facile à regarder parce qu'il est divertissant, bien rythmé, l'histoire se renouvelle à chaque fois, tout est tellement bien introduit que t'es à fond dans ce film. Il y a vraiment rien qui déconne, c'est un film qui est rythmé à la perfection. C'est l'un des films les plus regardables de nouveau de l'histoire du cinéma. Pour revenir un peu au scénario, il y a quelques trucs que j'adore, c'est que c'est le narrateur qui choisit le rythme du film. Les montages, c'est lui qui fait la narration, le début du film, des fois il fait des retours en arrière, il fait ses propres flashbacks, c'est le narrateur qui décide de raconter l'histoire du film. Comme lui il se fait des histoires dans sa tête et il se raconte des histoires à lui-même, il nous raconte en tant que spectateur des histoires aussi. Donc lui c'est le maître du film et il est un peu réalisateur du film. Il choisit les moments où il faut couper, comme la scène avec le fameux discours tu n'es pas ce que tu possèdes, et pas mal de scènes qui sont presque méta parce que c'est le narrateur qui décide de comment organiser et orchestrer le film. Et ça renforce vraiment cette idée qu'on voit le film à travers les yeux du narrateur et on voit uniquement sa pensée. Donc quand Tyler apparaît, il n'a pas l'air imaginaire parce qu'on voit ce que le narrateur voit. Et c'est encore une fois renforcé par le fait que Tyler est un projectionniste de film et il décide encore une fois de changer le film comme il veut. Et c'est un monde fatalement qui, comme le narrateur, est assez cynique. Parce que tous les personnages tertiaires du film, le mec par exemple qui est à l'aéroport, c'est un mec ultra cynique. Tu vois qu'il y a vraiment cette perception de la vie extrêmement négative. Tu vois qu'il fait juste son taf en mode je m'en fous et tu vois qu'il a aucun optimisme. Et ça c'est un peu reflété dans la psyché du personnage, c'est qu'il voit vraiment tous les personnages comme des cyniques opportunistes qui pensent qu'à leur gueule. Et ça c'est dingue parce que du coup on voit donc le monde à travers les yeux du narrateur et il voit tout le monde un peu comme lui. Et la maison c'est une métaphore pour l'état psychologique du narrateur. On voit très bien que c'est une maison qui est en ruine parce que c'est un moment où dans sa vie est en ruine. Et puis cette phrase à chaque fois qui sort sur le fait que je suis le mépris de Jack, je suis la déception de Jack, un truc qu'il a lu dans un magazine ou dans un roman qui reprend tout le temps parce que il parle de lui à 3e personne, parce qu'il vit sa vie un peu à la 3e personne aussi. Il se voit à travers Tyler, donc il voit quelqu'un d'autre le faire à la 3e personne. Donc c'est pas par hasard qu'il est la pensée de Jack et c'est pas par hasard qu'il vit sa vie en 2 personnes différentes, 1re personne et 3e personne. Et puis le concept du club est assez génial au final parce que c'est 2 personnes qui prennent un peu la place dans ce club, il n'y a que 2 batailles en même temps et ça montre aussi le fait que c'est le narrateur qui décide de ça. Et ce qui est intéressant par rapport au film, c'est que tu sais jamais qui parle au final après avoir vu le film une 2e fois et tu essaies de t'imaginer comment le narrateur dirait certaines phrases de Tyler et du coup ça rend vraiment tout le club un peu plus intéressant parce que c'est qu'une personne qui gère au lieu de 2, jusqu'au moment où ils deviennent un gourou de cette secte et tu vois un peu les traversées psychologiques. Des fois il est Tyler, la scène d'après il est juste le narrateur et il fait un truc que Tyler ne ferait pas. Et j'aime beaucoup la manière dont il s'est préparé à ça au final, c'est qu'il dit plein de fois et tout le monde se rend compte qu'il va pas bien, qu'il est sûrement schizophrène et il leur dit de préparer le fait que des fois il sera le narrateur, des fois il sera Tyler. Et de toute façon j'adore l'idée de ce Fight Club qui devient une sorte de secte, puis une sorte de projet anarchiste et qui grandit tellement à être un projet national et on le voit à chaque fois quand il utilise ces fameux coupons voyage pour aller de ville en ville et tout le monde le reconnaît, tout le monde le voit, tout le monde le respecte, c'est lui le boss. Et c'est là que le narrateur reprend conscience de qui il est réellement, c'est quand le Fight Club devient plus grand que le narrateur, parce qu'au début Fight Club c'était juste pour lui, c'était un truc pour lui qui se sente mieux. Dès que ça devient plus grand que lui, il ne lui appartient pas et ça il s'en est rendu compte, c'est pour ça qu'il est plus bien. Comme on l'a vu avec Marla au début, dès qu'il perd un peu le contrôle sur ces groupes de personnes qui ont besoin d'aide, ces groupes cancer, tuberculose, etc. Dès qu'il perd le contrôle de ça, dès qu'il n'est plus le dirigeant de sa propre fantaisie, eh bien ça le déprime, ça le rend complètement dingue. Et on le voit à la fin du film, lorsqu'il perd les rênes du Fight Club, lorsqu'il sait plus quoi en faire de ce projet Mayhem, ça le rend fou et il redevient le narrateur. Son fantasme il peut exister uniquement si Tyler existe aussi. Et dès que Tyler n'est plus nécessaire au projet, il revient dans un état où il n'est plus bien et il veut arrêter tout ce qu'il a construit. On va parler des thématiques, de toute façon ça sera une longue vidéo, c'est prévu, j'espère qu'elle va vous intéresser. La première thématique c'est vraiment l'anti-consommation, l'anti-matériel, l'anti-capitalisme primaire. La société qui nous formate, une copie d'une copie, ça j'en ai parlé, on est tous les mêmes, on possède des objets, les objets nous possèdent. C'est
c'est une société qui nous rend dociles, qui nous tranquillise, qui nous fait perdre notre masculinité, c'est un peu les idées du film. Et il y a plein de scènes dans le film, je vous laisserai un peu plus tous explorer, mais une scène tout bête dans le bus, quand il regarde donc ce mannequin Calvin Klein qui a un caleçon et des abdos super bien faits, en gros c'est la société qui te dit voilà, ça c'est un homme. Mais le film te dit que ce beau gosse là au final ne pourrait sûrement pas se battre et que la masculinité de l'homme ne se trouve pas dans son physique et encore moins dans le caleçon qu'il possède. Il y a aussi toute cette thématique des corporations maîtresses, c'est pas pour rien qu'ils font exploser des banques à la fin, c'est pas pour rien qu'ils parlent de Planète Starbucks ou de IBM Stellar ou je ne sais quoi. On est sur un monde où les corporations dominent le monde et où on est tous vraiment esclaves de ces corporations. Après, c'est évidemment la société de consommation, on le voit avec le fait que le narrateur se fait appeler des fois Ikea, surtout à la fin du film, et son appartement où il y a plein d'objets Ikea, où tu vois le prix, le nom de l'objet, etc. Et son appartement se remplit. Donc Ikea, c'est intéressant comme comparaison parce qu'il y a tout ce que tu veux chez Ikea, c'est un peu un labyrinthe aussi, et tu te perds complètement dans cette société de consommation où tu consommes, et t'en as pas spécialement besoin. Et ça, il le montre bien par le fait que le narrateur commande un nouveau meuble en étant sur les toilettes. Même dans un état assez primaire où tu fais tes besoins, tu dis ah putain, je pourrais me commander un nouveau meuble. Et encore une fois, ça montre que les personnages de ces sociétés-là sont définis par leur travail, par leurs objets, et dès qu'ils ont plus de travail, ou du moins dès qu'ils pensent plus que c'est leur source principale de bien-être, dès qu'ils ont plus ces objets-là, ils sont plus humains. C'est le Fight Club qui le dit, ils deviennent vraiment des gens plus importants pour eux-mêmes. Là où peut-être personne n'aurait été triste de la mort d'un serveur, on voit bien qu'ici la mort de Bob a une importance primordiale parce que ça devient une icône, ça devient un martyr, ça devient Robert Paulson. Et ça m'a toujours fait rire parce que pour quelqu'un qui a plein de meubles Ikea, le narrateur a un frigo complètement vide. Ça montre encore une fois que l'essentiel c'est pas de bien manger, mais c'est d'avoir tous ces objets. Et on voit que son appart est plein, son frigo vide. Donc on a perdu un peu l'essentiel de l'humain qui était juste de nourrir, de survivre. Et ça, Tyler il en parle souvent avec la société des chasseurs-cueilleurs, dans la scène du bar par exemple, où ça montre qu'on a perdu un peu ce contact avec ce qu'on était réellement en tant qu'humain. Et au lieu de bien manger, avoir un frigo plein, on préfère avoir un appartement plein de meubles inutiles. Et encore une fois, on voit bien que le cancer des testicules, ça montre la masculinité de l'homme qui a été perdue, surtout avec Bob, qui a un cancer des testicules, qui ne se considère plus comme un homme et il devient un homme réellement quand il rejoint le Fight Club. Et c'est là qu'il récupère un peu métaphoriquement ses testicules en rejoignant un club où il est comme tout le monde, masculin, humain et avant tout important. Et ça on le voit bien parce que tous les personnages de ce Fight Club là sont en quête identitaire, ils veulent tous se retrouver d'une manière ou d'une autre et le narrateur leur donne cette trouvaille. Ils se remettent tous en question dès qu'ils rentrent dans le club et ces gens qui étaient en quête identitaire trouvent maintenant un rôle à leur vie. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont Fight Club voit la vie comme quelque chose de futile, comme quelque chose de fragile aussi. La vie de quelqu'un peut s'arrêter d'un jour au lendemain et on le voit bien surtout dans la scène en voiture où le narrateur est prêt à risquer sa propre vie et la vie des gens derrière lui pour prouver quelque chose. Et on le voit avec la brûlure, au lieu de vivre le moment présent, qu'il soit peut-être déplaisant, on vit un moment où on n'est pas concentré. On est dans notre caverne avec notre animal spirituel et on ne vit pas le moment qui est devant nous. Et ça, c'est un film qui le montre très bien parce qu'au lieu de penser à autre chose, à plein de choses différentes, il faut se concentrer sur le présent et ce qu'on ressent maintenant. Même si c'est de la douleur, il faut le ressentir parce que ça fait de toi quelqu'un de meilleur. Tyler le dit très bien, c'est le meilleur moment de ta vie et tu n'y penses même pas. Et ça, c'est dingue parce qu'on pense toujours à nos meilleurs moments de notre vie plus tard, jamais quand on le vit. Et ça, c'est un truc que moi, personnellement, j'essaie de faire un peu plus tous les jours. Dès que j'ai un beau moment, j'essaie de m'en rendre compte. Quand je kiffe un truc, je me dis, ah, ça, c'est un bon moment, j'adore ma vie pour ça. Et ça, c'est ce que le film veut dire aussi. Il faut que tu vives plus les moments plutôt que t'en rappeler plus tard en te disant, ah oui, c'est vrai que c'était bien. Dis-toi que c'est bien le moment où tu le vis. Rends-toi compte de ce que tu vis à ce moment même. Et encore une fois, on a dit que la liberté vient de la perte de possession, que ce soit matérielle ou psychologique. La maison du narrateur a explosé et depuis, il est plus libre psychologiquement et d'un point de vue matériel. Et le narrateur, je l'adore parce que c'est un personnage qui représente vraiment ces sociétés de consommation. C'est un loser. Personne ne veut être le narrateur. Même le narrateur n'a pas envie d'être le narrateur, pour vous dire. C'est pour ça qu'il s'imagine Tyler. Mais il n'a pas d'identité propre et là où il trouve du bonheur et du soulagement, c'est dans le malheur des autres. On le voit avec ces nombreux groupes qu'il rejoint. Les seuls endroits où il se sent bien, c'est quand il voit des gens qui ont des problèmes plus graves que lui. Eux ont des problèmes primaires, ils vont peut-être mourir. Lui, il a aucun problème primaire. Lui, il a peut-être pas le meuble qu'il veut. Donc, il se nourrit un peu du malheur des autres parce qu'il se rend compte que sa situation est meilleure aussi. Et c'est pas pour rien qu'on a donc le pingouin qui est son animal spirituel. Personne se dit en général que c'est un pingouin dans la vie. Tout le monde se dit que c'est un lion, un ours, un truc féroce, puissant. Lui, c'est un pingouin. Il s'imagine en tant que pingouin pour montrer que même ça, il a pas assez de confiance en lui. Mais après, c'est représenté par Marla aussi parce que Marla, c'est un peu le miroir de ce personnage, version féminine. Et du coup, quand le pingouin est remplacé par Marla, ça a toute une signification et ça montre que c'est vraiment un peu l'âme sœur du personnage parce que c'est les mêmes et ils se font tous les deux miroirs. Et ça renforce le fait qu'il est addict à la douleur et qu'il est complètement admiratif de Tyler parce que Tyler,
c'est une meilleure version d'homme. Il est plus beau, il a plus de charisme, il est plus charmant, il n'a pas les chaînes de la société, c'est quelqu'un de meilleur. C'est pour ça qu'il se l'imagine. Et c'est pour ça qu'on a tous envie d'être Tyler. On n'a pas envie d'être le narrateur, parce que c'est un loser dépendant, en quête identitaire, il n'a pas d'identité, c'est un gros problème. On a envie d'être Tyler. Tyler, il s'en fout, il fait sa vie, il est content, il n'a pas les chaînes de la société qui le tiennent, et c'est un homme qui s'en fiche des normes sociales. Et ça qui est fort, c'est la différence entre l'homme, Tyler, et ce personnage narrateur qui n'a rien, qui n'est personne. Et la plus grande force de ce film, c'est quand même de nous mettre à la place du narrateur, parce qu'on se reconnaît dans le narrateur, mais on a tous envie d'être comme Tyler. Et juste ça, le fait d'être comme le narrateur, mais vouloir être Tyler, c'est une force incroyable au film, parce que ça réussit sur tous les points de vue. De la même manière que le narrateur veut être Tyler, nous aussi. Et le film nous montre avant tout qu'on pourrait être mieux. Et c'est ça aussi l'idée du film, c'est de nous libérer et de nous motiver. Parce que Tyler, c'est un philosophe, c'est un anarchiste, il a vraiment l'impression d'être contre tout, mais en même temps d'être libre et de n'avoir aucun poids sur les épaules. Tyler, c'est l'homme anti-système qui n'a pas besoin du système et on aimerait tous être aussi libre que lui. Et comme je l'ai dit, Marla, c'est l'opposé identitaire du narrateur et ils se rendent compte qu'ils vont bien ensemble à la fin du film. C'est aussi une version plus libre et plus chaotique du narrateur, un peu comme est Tyler. Mais c'est vrai qu'en grandissant maintenant, tu te rends compte que le manager, même s'il est un peu esclave de ce système-là, il faisait juste son job, il était juste content, il se rendait compte que son employé il faisait vraiment n'importe quoi. Et plus tu grandis, plus tu te rends compte que le manager, en fait, c'est quelqu'un qui n'a rien fait de mal et qui reprend pour son grade un peu pour rien. Et évidemment, il y a aussi Jared Leto et le mec de Mindhunter. Mais juste pour parler des acteurs, ils sont tous incroyables. Déjà, Edward Norton, il fait bien ce loser brisé et Brad Pitt, il fait bien le Tyler Durden à la perfection. Pour moi, tu reconnais même pas Brad Pitt. Et aussi Helena Bonham Carter, absolument faramineuse dans ce rôle. Et il y a aussi Meatloaf parce que il fallait mettre Meatloaf, voilà. Mais je suis content, il faudrait plus de films avec Meatloaf. Et en plus de ça, il est vraiment convaincant dans le rôle et c'est plutôt cool. C'est une critique déjà beaucoup trop longue, mais j'ai quand même envie de parler de quelques scènes marquantes du film quand même. J'en ai beaucoup parlé un peu dans cette vidéo déjà, mais j'aimerais un peu explorer quelques scènes qui sont beaucoup plus cultes à mes yeux et avant tout mes scènes préférées. Tout le film est culte, de toute façon, toute scène est culte dans ce film. Il n'y a pas une scène qui est jetée, il n'y a pas une scène qui est inutile. Toute scène a son utilité et ça qui est important. Évidemment, première scène grandiose du film, c'est les règles du Fight Club. La première règle, la deuxième règle, ça montre vraiment le début de quelque chose et tu sais que ça va mal finir. Et ça, j'adore cette scène parce que déjà, il met des règles assez logiques et ça montre vraiment un personnage en pouvoir, un homme que le narrateur voudrait être. Et j'adore le personnage de Martha durant tout le film, mais surtout la première fois qu'il est chez Tyler, c'est que on voit bien qu'elle se rend compte que Tyler est un peu fou. Surtout le narrateur, parce que déjà, il n'y a jamais le Tyler et le narrateur dans la même pièce quand il s'agit de Marla. On voit bien que Tyler dit au narrateur que Marla est le point faible. Du coup, il ne faut pas avoir Marla qui est au courant de la situation et on la voit interagir des fois de manière assez bizarre, contrairement à ce que pense le narrateur, parce que quand t'as pas vu le film la première fois, tu dis pourquoi elle lui répond comme ça. Il y a un Tyler et un narrateur, c'est pas compliqué. Mais quand tu vois un film une deuxième, troisième fois, Marla répond de manière logique. Pour elle, il n'y a pas deux personnes, il n'y a qu'une seule personne. Et du coup, le narrateur qui vient de coucher avec Marla, qui descend se prendre un bol au céréales, qui lui dit maintenant rentre chez toi, elle est vexée et c'est normal. Et il y a plein de scènes avec Marla qui sont géniales, surtout la scène à la fin où le narrateur dit que Tyler n'est pas là et elle comprend pas parce que pour elle c'est la même personne. Enfin bref, Marla est vraiment bien utilisée et chaque scène dans laquelle elle est magnifique. La scène de la brûlure, j'en ai parlé, c'est revenir à un état primaire, vivre le moment en question, donc je vais pas me répéter là-dessus. J'adore la scène avec Lou, le gérant du Fight Club qui a l'air d'être une sorte de mafieux, qui arrive et qui commence à frapper Tyler. Et Tyler lui dit bah rejoins notre club. Et vu que c'est quelqu'un de beaucoup plus riche, vu que c'est quelqu'un qui a sûrement de l'argent, des possessions, il ne va pas rejoindre le club. Et avant toute chose, ça montre que le Fight Club, c'est pour les gens qui sont considérés comme le bas-fond de la société. Les gens qui font un travail peut-être pas important pour tout le monde, entre guillemets, les petites personnes. Et ça, on le revoit très bien dans la scène des toilettes, où justement ce politique se fait attacher, et Tyler lui dit, nous sommes les petites personnes, on est tes flics, on est la sécurité, on est les serveurs, on est les gens qui nettoient après toi. Donc le Fight Club, avec l'apparition de Lou, ça montre très bien que c'est réservé aux petites personnes. Non pas que c'est un club qui est fermé, il faut être une petite personne, entre guillemets, encore une fois, mais juste que les gens qui ont des possessions importantes, qui ont de l'argent, ça les intéresse tout simplement pas. Il y a beaucoup de critiques qui sont faites sur la scène du vétérinaire, je trouve que c'est une scène géniale parce qu'elle vient un peu de nulle part dans le film, mais c'est une scène pour montrer que ça motive quoi qu'il arrive quand on te met un flingue derrière la tête. Pourquoi je dis ça, c'est que ce mec-là qui voulait être vétérinaire, qui bossait son petit job là, qui avait pas la motivation, le fait que Tyler vienne le voir, le menace, ça lui donne la motivation. Du coup, comme Tyler le dit, demain il va se réveiller, il sera motivé à vouloir vivre, il va vouloir être productif. Et ça c'est dingue parce que c'est une scène qui sort de nulle part, mais ça symbolise bien le film. En te mettant face à ton problème le plus primaire, c'est-à-dire la mort, la faim, le fait d'exister, ça te motive. Quand tu te rappelles que tu peux mourir à n'importe quel moment, t'as envie de vivre ta vie, t'as envie de profiter plus de ta vie et de pas être coincé quelque part. Et ça, le film
film l'a magnifiquement bien fait avec cette petite scène qui sort un peu de nulle part certes, mais qui est vraiment profonde et qui a un vrai sens. Après, pour montrer un peu l'impact du Fight Club, la scène du Do Not Fuck With Us est géniale. Ça montre encore une fois que c'est les petites personnes qui gèrent tout ça et que même les politiques ne peuvent pas faire face à une sorte de révolution anarchiste et qui préfèrent garder leurs couilles plutôt que leurs idées. Ça montre encore une fois que les politiques, ces gens de haut, ne sont pas en contact avec les gens du bas et ne se rendent pas compte des problèmes que ces gens-là peuvent vivre. La scène de la voiture, encore une fois, c'est métaphorique, c'est pour te dire voilà, il faut relâcher prise pour vivre sa vie, il faut être proche de la mort pour se sentir vivant. Et il y a tout ce parallèle juste après cette scène de la voiture où Tyler imagine son monde parfait. Il imagine une sorte de monde post-apocalyptique où tu as une sorte de corporation, de bâtiment en tout cas abandonné, où tu as la nature qui a un peu repris ses droits, où l'homme est vraiment libre. Donc imagine un peu un retour aux sources dans un monde vraiment détruit, dans un monde en ruine où l'humain pourrait être l'humain. Donc c'est vraiment un aspect de connexion à la nature aussi, mais de connexion avec soi-même. C'est une scène dont on parle pas souvent, mais c'est vraiment Tyler qui imagine et qui parle de son monde parfait. Puis après, il faudrait quand même parler de ce twist, de cette révélation. Première fois que tu vois Fight Club, tu t'en rends pas compte, tu sais pas ce qui se passe, c'est vraiment un choc. Quand tu comprends que c'est la même personne, t'es sur le cul, c'est l'un des meilleurs twists de l'histoire du cinéma, c'est une évidence. Inattendu, choquant, t'es vraiment détruit quand tu vois ça, tu comprends pas ce qui s'est passé. Et ensuite, ça remet tout ton film en doute, tout le film que t'as vu pendant 2 heures, tu sais pas quoi penser parce que t'as vu tellement de scènes où Tyler et les autres interagissent, et surtout avec le narrateur, que tu dois forcément revoir ce film une seconde fois. Et quand tu connais le twist, revoir le film, c'est incroyable, mais c'est une scène toute bête parce que Tyler fait partie du projet Mayhem, il s'est rasé la tête, il est comme tous ses différents membres. Et c'est une scène qui est extrêmement culte parce que ce twist est culte et il est extrêmement bien fait. Il y a tous les indices qui sont là tout le long du film et il y a beaucoup d'indices, mais quand même, quand t'as pas vu le film, tu t'en doutes absolument pas. Et je pense que spoiler Fight Club, ça reste quand même l'une des choses les plus horribles à faire. Après, on peut parler pendant des heures de la scène de Robert Paulson avec ce martyr qui devient vraiment une légende pour le Fight Club et le Project Mayhem. Mais j'en ai déjà parlé avant, mais ça reste une scène absolument culte. C'est une scène qui remet encore une fois la vie et la mort en perspective et ça montre que voilà les conséquences du Project Mayhem et ce que ça peut créer. Donc c'est super intéressant de voir ça et ça montre encore une fois la fragilité de la vie. Puis on a quand même une scène de baston entre Tyler et le narrateur qui dure quand même assez longtemps et qui est géniale parce que tu t'imagines donc le narrateur se taper tout seul et t'as ces plans de caméra qui te montrent le narrateur qui se tape tout seul et c'est juste génial pour ça. Et c'est quand même super intéressant de faire une baston de plus de 5 minutes où le narrateur se frappe tout seul. C'est super bien fait et c'est un super climax. Et j'adore toute la musique du film, je pourrais en parler pendant des heures, mais cette musique électronique qui revient tout le temps, qui est vraiment en rapport avec la psychologie du personnage, le rythme effréné qui montre que c'est un moment effréné pour le personnage aussi et qui vit quelque chose d'assez grave. Et si on a parlé de musique, on doit évidemment parler de la fin. Le narrateur s'est enfin trouvé, il a trouvé le moyen de tuer Fight Club, il a trouvé le moyen de reprendre son identité en se tirant une balle dans la bouche. C'est une scène formidable parce qu'il vraiment tue Tyler métaphoriquement dans sa tête, on le voit donc mourir, et il trouve vraiment le but de son identité et de sa vie. Et il retrouve donc Martha, qui est un peu le but de son existence, il s'en rend compte. Au lieu de s'imaginer quelqu'un dans sa tête, il a trouvé quelqu'un de réel, qui existe et qui est important. Et c'est une super scène avec la fameuse chanson qui est maintenant devenue connue grâce à Fight Club, Pixies, Where Is My Mind, et ce plan de fin culte avec Marla et le narrateur qui se tiennent la main et ces bâtiments de banque qui tombent en ruine, et qui montre encore une fois que le narrateur était contre la société et non pas contre la vie, parce que personne en théorie n'est mort à cause de ces ruines. Et cette explosion montre une sorte de libération aussi par rapport au narrateur, où il est soulagé et il voit le monde contre lequel il s'est battu tomber aussi. Donc c'est Tyler qui a gagné au final, mais le narrateur aussi parce qu'il a trouvé donc son identité à la fin, il a trouvé Marla et c'est tout ce qu'il fallait, et il a aussi détruit le monde qu'il voulait détruire. Donc c'est une fin magique, c'est une fin qui te laisse sur le cul. Moi quand j'ai vu cette fin la première fois, j'étais scotché, hein. Franchement ça reste une des plus belles fins que j'ai vues de ma vie, et c'est un film incroyable. Apparemment il y a une suite, ça m'intéresse pas vraiment d'avoir une suite à Fight Club, même s'il y a moyen de faire une suite, je comprends très bien comment et pourquoi. Une suite en comic book, mais bon, j'ai pas trop envie de la lire. Fight Club c'est l'un des meilleurs films, pour moi c'est le meilleur film de David Fincher. C'est un film mais absolument génial, c'est un film qui a tout compris, à tout, que ce soit les codes de cinéma, les codes couleurs, les codes de mise en scène, les personnages, l'écriture du scénario, les messages, les idées. C'est l'un de mes films préférés, mais de tous les temps, c'est un film grandiose. Et des claques comme ça, t'en prends pas souvent dans ta vie. C'est beaucoup trop long comme vidéo, je pensais pas parler autant, mais je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Fight Club. Avez-vous adoré, détesté ce film? Si vous avez détesté ce film, pourquoi? Et comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un petit don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.